dimanche 28 avril 2024. Merci à vous, fidèles internautes, amis, téléspectateurs de Pontu. Rendez-vous de votre émission politique ce dimanche sur les différents canaux de diffusion de National TV. Nous sommes donc chez à Porto Novo. Notre invité aujourd'hui ne reste pas, sans être connu. Il s'agit bien sûr de Serge Mahouedo Arissou, ministre honoraire du commerce et de l'industrie du Bénin. Il est membre du bureau exécutif national du parti Bloc républicain natif de la vallée de l'Ouémé. Avec notre invité, mesdames et messieurs, nous allons faire le tour d'horizon sur ces quelques sujets qui alimentent l'actualité ces derniers jours en République du Bénin. Et avec tous les égards dus à son rang, nous allons devoir recevoir notre ministre présent en ce studio aujourd'hui. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour monsieur le journaliste, merci de m'avoir invité et de me recevoir dans votre studio. Et c'est surtout nous qui vous remercions pour votre disponibilité surtout. Je vous en prie. Je l'ai dit dans mes propos liminaires que nous allons discuter avec vous, monsieur le ministre, de ces quelques sujets qui ont marqué l'actualité en ces derniers temps en République du Bénin. Dans la présentation, je l'ai bel et bien stipulé, vous êtes membre du bureau exécutif national du parti du Cheval Blanc Cabré, le bloc républicain, qui a tenu sa première session ordinaire de 2024, samedi dernier, sinon il y a cela une semaine, au Palais des Congrès à Cotonou. Une session à l'issue de laquelle un communiqué final est rendu public. Monsieur le ministre, dites-nous rapidement, on va commencer par là, que peut-on retenir justement de cette session? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La répétition est pédagogique. Bien évidemment. Je suis heureux que vous me recevez dans votre studio ce matin pour discuter des sujets concernant l'actualité politique de notre pays, le Bénin. Vous parliez tantôt de la session ordinaire du Parti Bloc républicain qui a eu lieu samedi dernier, samedi 20 avril 2024 au Palais des Congrès. Session à laquelle j'ai été bien évidemment invité en tant que membre du bureau politique, d'abord membre fondateur du Parti Bloc républicain et membre du bureau politique. Mais j'avoue que pour la discipline du parti, si je devais me rendre dans un studio comme le vôtre pour quand même parler de ce parti et des activités de ce parti, je crois qu'en temps normal, je devrais solliciter une permission auprès des responsables de ce parti, ce que je n'ai pas fait. Parce que je ne savais pas, suite à votre invitation, de quoi il serait véritablement question. Donc, pour ne pas fâcher la hiérarchie du parti, je vais vraiment pas vous décevoir, mais je vais éviter de rentrer dans les commentaires des décisions qui ont été prises au cours de cette session. Mais cela ne m'empêcherait bien évidemment, en tant que citoyen béninois, de remercier d'abord en tout premier lieu le chef de l'État, son Excellence le président Patrice Talon, qui a d'abord voulu initier cette réforme du système partisan, qui a donné naissance aujourd'hui quand même à deux partis de la mouvance présidentielle et à d'autres partis de l'opposition, bien évidemment. Donc pas deux partis de la mouvance, à plusieurs partis de la mouvance présidentielle, mais dont deux aujourd'hui sont représentés à l'Assemblée nationale. Donc je voudrais quand même remercier de tout cœur le président de la République qui a voulu initier cette réforme qui porte bien évidemment ses fruits. Et c'est suite aux résultats positifs que le Bloc républicain est né, et pour que moi je puisse appartenir aujourd'hui à ce parti et que je puisse être aussi au congrès, à la session, pardon, à la première session de l'année 2024 de ce parti. Donc je ne peux que remercier d'abord le président Patrice Talon, ensuite remercier le président du parti, le ministre d'État, M. Abdoulaye Biotchane, qui jusque-là a su quand même garder, diriger ce parti. C'est vrai, il y a quelquefois quelques remous, ce qui existe dans toute œuvre
humaine, mais ça tient. Donc nous devons le remercier. Je dois aussi remercier le bureau exécutif national qui, tous les jours que Dieu fait ce qu'il peut faire, le bureau fait ce qu'il peut faire et le parti tient. Donc nous devons aussi très honnêtement remercier le bureau exécutif national. Remercier les honorables députés qui quand même, malgré leur nombre qui n'est pas quand même majoritaire, mais s'ajoute à ceux de l'autre camp, de la mouvance présidentielle aussi, pour abattre quand même de merveilleux travaux à l'Assemblée. Donc je voudrais aussi à cette occasion leur dire tous mes remerciements et toute ma satisfaction. Je voudrais aussi remercier tous les membres du bureau politique avec qui on était tout dernièrement le samedi dernier à la session ordinaire dans une ambiance toute festive où chacun d'eux a eu l'occasion de se prononcer librement de ce qu'il pense de la vie du parti. C'est l'occasion pour leur dire merci. Et c'est l'occasion aussi de dire merci à tous les membres sans exception de ce parti, Bloc républicain auquel j'appartiens. Et je voudrais renouveler les vœux de bonne cohésion, les vœux de très bonnes prises de décision, de très bonnes prises de justes décisions qui pourraient grandir et qui pourraient vraiment rendre solide ce parti. C'est vrai, il y a 7 points de décision qui ont été prises. Je ne vais pas les énumérer ici, mais nous avons pris acte et validé les différents 7 points qui sont d'ailleurs des points très satisfaisants que nous avons validés et appréciés. Donc je crois de façon succincte, peut-être que là encore, j'ai peut-être failli aux règles du parti. Je voudrais présenter mes excuses. Je voudrais qu'on m'en excuse si entre-temps, je suis allé au-delà de ce que je devais dire. Voilà ce que je peux dire juste pour le moment. Je pense bien que, Monsieur le ministre, vous n'avez pas été au-delà puisque vous êtes resté résumé au remerciement, à la reconnaissance vis-à-vis du chef de l'État, vis-à-vis des dirigeants au niveau de ce parti politique en République du Bénin, ce parti auquel vous appartenez justement. Alors vous êtes basé dans la 20e circonscription électorale en votre qualité d'acteur politique membre de ce parti. Nous sommes tentés aussi de vous demander comment se porte-t-il aujourd'hui au niveau de la 20e, Monsieur le ministre. Comment le parti se porte? Voilà. Bien sûr, je vous répondrai que le parti se porte à merveille. Nous sommes toujours membres. Nous sommes là, nous sommes dedans. C'est vrai, vous avez connu que par le passé, il y a des problèmes, je ne dirais pas de petits problèmes, il y a des problèmes majeurs depuis le début, depuis la création de ce parti à ce jour. Il y a toujours des petits problèmes et c'est des problèmes qui sont dus à des hommes. Et je pense que ce n'est pas des problèmes qu'on ne peut pas surmonter. Il va falloir une prise de conscience au niveau de tout un chacun et nous pouvons faire taire ces problèmes-là et évoluer normalement. Que chacun évite de se croire plus important, de se croire que sans lui, le parti ne peut pas tenir, ou qu'il est le leader incontournable du parti. Tant que nous aurons ces idées, le parti aura toujours de problèmes. Et c'est le lieu de demander aussi aux organes suprêmes du parti de vouloir s'adresser à la base en voulant prendre les décisions. Ce ne serait pas bon, ce ne serait pas juste d'écouter une seule personne qui pense se faire miroiter au niveau du BEN, au niveau du sommet du parti qu'il est le leader, que lui peut à lui seul regrouper les gens autour du Bloc républicain. Je peux vous dire la main sur le cœur que ça fâche vraiment au niveau de la 20e. Mais le mal, c'est que ça profite au camp d'en face. Malheureusement, vous l'avez vu dans les résultats des législatives de 2023, le Bloc républicain était parti pour avoir au moins 4 sièges sur 5. Je ne suis pas en train de dire de n'importe quoi. La population savait, tout le monde savait que le Bloc républicain était parti pour avoir un minimum de 4 députés sur les 5 sièges à l'époque. Mais malheureusement,
de nos faits, de nos comportements, nous avons raté cette opportunité. Sinon aujourd'hui, la mouvement devait avoir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. L'opposition serait là, mais elle serait suffisamment minoritaire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, si j'ai un souhait, oui, c'est qu'on revienne tous, qu'on ramène la balle à terre, oui, et qu'on crée une certaine ambiance, une certaine symbiose, un certain sens de bien-être et de développement dans la 21e circonscription, afin de faire rayonner réellement ce parti blanc républicain, qui a tous les atouts pour être le meilleur parti au plan national. Je pèse bien mes mots, le parti blanc républicain a tous les moyens, mais du fait du comportement de certains, le parti perd toute sa crédibilité, toute sa valeur, chez nous d'abord dans la 20e, et personnellement ça me fait mal, ça me fait vraiment penser, et je pense que les responsables du parti y pensent, et plaise à Dieu, nous arriverons à de meilleurs et très satisfaisants résultats. Inch'Allah. Inch'Allah. Nous connaissons bien l'engagement du ministre Serge Mahouedou Arissou. Nous connaissons bien évidemment votre détermination à œuvrer au jour le jour pour le rayonnement, l'enracinement de ce parti justement dans la 20e circonscription électorale et surtout dans votre cité natale qu'est la vallée de Ouémé dans son ensemble. Nous allons aborder notre sujet dans cette émission ce dimanche 28 avril 2024. Le président du Patrice Talon, nous allons tenir compte justement de cette date du 6 avril 2016 où il prenait le pouvoir à boucler 8 ans de gouvernance, justement le 6 avril 2024. Le gouvernement, auquel vous appartenez, si on peut s'exprimer en ces termes, pour avoir été son ministre du Commerce sur plusieurs années. Aujourd'hui, vous êtes toujours dans cet appareil gouvernemental. Monsieur le ministre, quand on va vous demander que peut-on retenir justement d'un bilan 8 ans de gestion du président Patrice Talon, monsieur le ministre, que répondez-vous? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que vous ne pouvez pas douter, bien évidemment, de la réponse que je vais vous donner par rapport à cette question concernant les 8 ans de gestion du président son excellence Patrice Talon. Avant les 8 ans, je crois que je suis passé plusieurs fois dans vos studios, bien sûr, plusieurs fois dans d'autres studios, plusieurs fois sur les chaînes de radio, Voix de la Vallée, Radio GDS. J'ai animé plusieurs réunions avec mes frères de la Vallée où j'ai toujours parlé des acquis, j'ai toujours parlé des réalisations de son excellence le président Patrice Talon. Donc c'est vrai, répétition pédagogique. Ce serait toujours heureux d'en parler autant de fois que l'occasion se présente. J'avoue que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous avons moins d'une heure pour parler sur cette émission. Oui. Et ce point n'est pas le seul à l'ordre du jour. Pas du tout, il y en a encore. Et je vous dirais que si je dois me mettre à énumérer les réalisations du président Patrice Talon en 8 ans, j'avoue que on n'aura pas le temps d'en finir. Le seul possible pour finir les 60 minutes que nous aurons passé peut-être. Mais je vais vous dire que le président a beaucoup fait. Ce qu'on voit de façon visible, c'est les routes. Les constructions des immeubles. C'est ce qu'on voit. Parce que là, presque toute la population passe sur les routes et constate. Mais la construction des hôpitaux, tout le monde ne voit pas. Et nous sommes dans un gouvernement qui ne fait pas trop de tapage, qui ne fait pas trop de bruit, qui pour réaliser quelque chose ne va pas d'abord poser la première pierre et qu'elle finit, elle va inaugurer. Est-ce que vous avez jamais vu le président Patrice Talon inaugurer quelque chose qu'il a réalisé depuis son arrivée au pouvoir? Je n'en ai véritablement pas connaissance. Même pose de première pierre, je n'en ai vraiment pas connaissance. Donc, cependant, ce qu'il fait, on ne communique pas assez pour que les gens... Bon, c'est vrai, hein, la cellule communication fait ce qu'elle peut faire, mais il devait nous revenir, nous autres acteurs politiques autour de lui, de relayer suffisamment ses réalisations. Voilà. Ce qui nous fait défaut, il faut le reconnaître. Si peut-être on le fait pas assez.
Il y a quelque chose que les gens ne voient pas. Aujourd'hui, les gens parlent de la cherté de la vie. Mais ce qui se fait pour que la cherté-là ne soit pas vraiment à l'extrême, les gens ne savent pas. Les produits qui sont subventionnés, les gens ne savent pas. Si le président Patrice Talon n'avait pas maîtrisé le carburant, le gasoil serait aujourd'hui à près de 1200 le litre. J'ai été ministre du Commerce. Bien sûr. Et chaque mois, il faut ajuster les prix, conformément au prix au niveau international. Mais ce qui se fait pour que le prix du gasoil, de l'essence soit maintenu au prix auquel nous achetons aujourd'hui à la pompe, personne ne peut savoir l'effort que fait le gouvernement du président Patrice Talon. N'eût été sa clairvoyance, sa compétence, son dynamisme, son amour pour ce pays, je vous dis, le gasoil serait déjà au moins à 1500 francs le litre. Mais qu'est-ce qu'il fait pour maintenir le gasoil à ce prix? La population ne comprend pas. Et vous savez que si le gasoil augmente, tout de suite, tout ce qui reste là va augmenter. Le transport va augmenter, le courant va augmenter, parce que les stations qui tournent, qui fournissent du courant, utilisent du gasoil. Les transports, les avions, les transports même terrestres ordinaires vont prendre du prix. Et si ça augmente de prix, c'est que tous les denrées qui sont qu'on transporte avant d'aller vendre, tout ça là doit augmenter de prix. Mais personne ne voit pas ça. Et nous ne communiquons pas assez sur ces réalisations. Vous voyez? Oui, monsieur le ministre. Et vous voyez comment le pays se métamorphose. Vous rentrez dans Cotonou aujourd'hui, bien que je sois tous les jours moi à Cotonou, mais il y a des endroits où quand j'arrive, je me perds. Je me perds, je me demande mais si je suis vraiment à Cotonou. Les hôpitaux, vous voyez comment le chef de l'État, son gouvernement, le ministère de la Santé est en train de rénover, de recruter les gens dans les hôpitaux. Le projet Arche pour quand même permettre aux plus pauvres d'avoir accès aux soins. C'est des choses qui existent. Mais malheureusement, ceux qui en bénéficient ne viennent véritablement pas en parler. Autant de choses, autant de choses que j'oublie. L'énergie électrique, je le disais tout à l'heure tantôt, que ça aurait augmenté depuis de prix. Exagérément de prix. Et vous constatez, vous comprenez que si l'énergie électrique augmente de prix, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la population? Donc il y a d'énormes efforts que le gouvernement fournit, mais que la population, je ne la condamne pas. C'est leur niveau d'instruction qui ne leur permettent pas de comprendre certaines choses. Et nous aussi qui devons relayer suffisamment ces informations, porter ces informations à leur connaissance, nous en manquons un peu aussi. Bon, moi, c'est vrai, j'avoue que c'est dans mes quelques sorties où je fais mes actes sociaux à l'endroit de la population, que je profite bien évidemment pour en parler. Pour parler des réalisations du président Patrice Talon. Mais quelquefois aussi, vous passez dans les radios, dans les studios. Pour en parler. Vous en parlez aussi. Et ma joie aujourd'hui, c'est que la population m'écoute. Parce que quand je suis annoncé sur une chaîne de radio, j'avoue que les gens s'interviennent. Et ceux qui n'arrivent pas dans des émissions interactives, bien évidemment, ceux qui n'arrivent pas à intervenir, ils font tout pour prendre mes contacts, pour me joindre après, pour me remercier de tout ce que je fais, et qu'ils aiment m'écouter quand je suis à la radio, parce qu'ils savent que là, c'est du concret qui arrive. C'est pas quelqu'un qui vient les bluffer, quelqu'un qui vient leur mentir, et qu'ils ont toujours aimé ça à moi. Donc je profite de cette occasion où je sais que la population est attentive à me suivre, pour parler quand même des réalisations du président Patrice Talon, bien évidemment. Beaucoup de choses ont été réalisées. Et je vais vous dire que ce qui est fait aujourd'hui en 8 ans, pour rien au monde, en toute honnêteté, on ne peut pas comparer à ce qui a été fait par chaque président, même au cours d'un mandat de 10 ans. On ne peut pas comparer. Bon, c'est vrai, les gens n'aiment pas entendre ça parce que peut-être leur attente n'est pas comblée, mais je peux les rassurer que tout va venir.
et que le président Patrice Talon est à l'écoute de son peuple et à l'écoute de sa population. Il aime sa population, il aime son peuple, et que quand vous voyez même les différents actes qu'il pose, c'est vrai, ça paraît un peu rigide, mais c'est celui qui aime son peuple qui voudra que son peuple adopte un certain bon et meilleur comportement. Ça peut paraître difficile à ce peuple, mais ce peuple l'appréciera demain. Prenez date, le peuple béninois appréciera le président Patrice Talon demain. Le peuple béninois va allumer demain, c'est-à-dire on dit la femme n'apprécie jamais son mari de son vivant. C'est après sa mort que la femme, vous allez l'entendre dire, ah, mon mari, pendant qu'il était là, il me faisait ci, il me faisait ça. Mais plaise à Dieu, nous ferons tout possible pour que nous reconnaissons les mérites du président Patrice Talon pendant qu'il est là. Merci à vous, monsieur le ministre. Vous avez, oui, abordé ce bilan dans sa phase réalisation chef de l'État. Il y a également eu en 8 ans assez de réformes au niveau des institutions, la décentralisation. Nous avons connu l'avènement de la SE avec tout ce qui entoure aujourd'hui. Vous n'en avez pas parlé, monsieur le ministre. Bien sûr, c'est en ça que je vous disais que oui. Peut-être qu'on initiera une autre émission qui serait spécialement réservée aux 8 ans au bilan du président Patrice Talon. Et là, je vais me préparer détail par détail. Vous avez vu que c'est pêle-mêle que j'ai dit qu'on ne peut pas tout faire. Les réformes, j'en avais parlé déjà lorsque je parlais de Parti Blanc Républicain. De réforme du système partisan, réforme administrative, de toutes sortes. Vous voyez, c'est vrai que dans la foulée, je ne peux pas aller détail par détail sur les réalisations, mais c'est ce qui frappe à l'œil que j'ai dit, que j'ai abordé. Je voudrais que peut-être on reprogramme une autre émission spécialement réservée au temps que le président Patrice Talon a déjà passé, aux 8 ans. Et nous allons véritablement en détail de toutes les réalisations, mais retenons quand même qu'il a suffisamment en 8 ans mieux fait que, beaucoup mieux fait que tous les présidents qui sont passés, qui ont fait 5 ans ou qui ont fait 10 ans, il bat le record. Voilà, il bat le record, il continue encore et nous ne pouvons que souhaiter plein succès au chef de l'État, le président Patrice Talon, à la tête de ce gouvernement. Depuis 8 ans, cette émission se poursuit par ici. L'autre question que nous allons aborder dans cette émission est relative à cette implication de l'Église catholique dans la politique au Bénin. Nous sommes parfois tentés de dire, est-ce sur les traces de Monseigneur Isidore de Souza, celui-là qui a été l'un de ces chevilles ouvrières de la conférence des apôtres de la nation, M. Serge Maouedou Arissou, l'implication de l'Église catholique aujourd'hui dans la politique au Bénin. Vous suivez l'actualité avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, merci monsieur le journaliste. J'avoue que j'ai lu sur les réseaux sociaux l'implication, l'organisation d'un colloque par l'Église catholique. Je n'ai pas cherché à connaître réellement de quoi il s'agit. Qu'est-ce que l'Église a pensé pour vouloir organiser un colloque? Je ne sais pas. Donc, vous allez me permettre que je vais éviter de faire de commentaires qui pourraient fâcher l'Église catholique, à laquelle j'appartiens, bien évidemment. Bien sûr, nous vous reconnaissons fidèle catholique. Et je vais éviter de faire trop de commentaires pour ne pas dire ce qui ne devrait pas être dit. Mais ce que je peux, de mes analyses, telles que j'ai lu les choses sur les réseaux sociaux, c'est pas un crime que l'Église catholique fasse organiser un colloque. Non. Ou qu'elle s'implique dans la politique, c'est pas la première fois. Vous l'avez dit dans votre introduction que nous avons vu ici, paix à son âme, Monseigneur de Souza. C'était lui qui était l'organisateur principal de la conférence des forces vives en 1990. J'étais à l'étranger, j'étais étudiant en ce moment, j'étais en Europe, mais j'ai suivi, nous avons suivi tous, étudiants d'alors, tout ce qui se passait au Bénin. On suivait régulièrement tout ça. Donc c'est pas une histoire qu'on nous a contée, c'est des faits vécus. Voilà. Et nous savons combien de fois Monseigneur de Souza priait
priait intensément pour ce pays, pour notre pays, le Bénin, pour qu'on en arrive à de meilleurs résultats à la fin des assises de cette conférence de 1990. Et l'autre chose, ceux qui sont dans les partis politiques aujourd'hui, la grande majorité, c'est des fidèles des églises catholiques, protestantes, évangéliques, célestes, tout ça là, les fidèles musulmans, nos frères fidèles musulmans, c'est tous ceux-là qui animent la vie politique. Donc l'église catholique s'implique dans la politique, c'est pas un fait qui devrait faire polémique, non. pas du tout. Maintenant, le problème qui fait polémique, c'est que qu'est-ce que l'église veut dire sur le code qui a été déjà voté, validé par la Cour constitutionnelle et promulgué par le président de la République? Qu'est-ce que l'église catholique voudra dire? Je ne sais pas. Ça, vous n'avez pas encore fouillé. Je n'ai pas fouillé, je n'ai pas connaissance. D'accord. C'est peut-être après avoir prendre connaissance de ce que l'église pourrait dire qu'on serait en mesure de critiquer l'église catholique. Mais moi, mon souhait ardent, c'est que l'église reste neutre, suffisamment neutre dans ce qui se passe. Neutre sur cette loi-là qui, visiblement, d'autres en parlent évidemment. Mais vous savez, il n'y a aucune loi qu'on puisse voter dans un pays et les gens seront à 100% unanimes. Si la loi devait être à 100% unanime, du moment où à l'Assemblée il y a deux camps, autant ne plus passer cette loi-là au vote. Mais du moment où c'est une loi rédigée et qu'on amène à l'Assemblée, c'est sûr quand on va passer au vote, il y aura un perdant, il y aura un gagnant. Nécessairement. N'est-ce pas? Oui. Et n'attendez pas que ceux qui sont perdants croisent les bras et ne murmurent rien en leur sein. Ils vont murmurer, ils vont dire des choses. Ce qui est naturel, ce qui est normal. Bon, est-ce que c'est suite à ces murmures que l'Église catholique envisage faire un colloque pour ramener la paix, pour ramener les uns et les autres à la raison? Je ne sais pas. C'est pour ça j'aurais voulu peut-être que l'Église organise ce colloque-là et que nous tenons compte de la substance pour véritablement apprécier, pour donner en ce moment-là notre point de vue quant à l'implication des choses. Et vous savez, dans d'autres pays, à forte religion musulmane, vous savez que c'est les imams qui interviennent quand la crise dépasse certainement les limites. C'est les imams qui interviennent pour quand même ramener l'ordre, la paix dans les pays. Ici, nous sommes en majorité chrétienne et il n'est pas exclu que nos frères musulmans aussi, les imams aussi, s'impliquent par moment. Quand c'est nécessaire, quand il s'agit de ramener la paix, ils s'impliquent aussi pour donner leur point de vue et pour apaiser les fidèles populations. Donc, quand on se met dans ce schéma-là, je ne crois vraiment pas qu'il y ait problème. Mais attendons plutôt que l'Église catholique organise réellement ce colloque-là. Nous allons tenir compte de ce qui a été dit, de comment ça a été organisé, et nous allons apprécier. Voilà ce que moi je peux dire de cette implication. Merci à vous, fidèles internautes, amis téléspectateurs. Cette émission se poursuit en ce studio ce dimanche avec le ministre honoraire du Commerce et de l'Industrie du Bénin, Serge Maouedo Arissou. Il est membre du Parti Bloc Républicain, membre fondateur. Il faut donc le préciser comme il le faut. Avec lui, nous abordons en tout cas petitement déjà les questions de l'actualité en République du Bénin. Monsieur le ministre, nous allons parler à présent, quitter un peu le champ politique, revenir aujourd'hui dans la vie active, dans le social justement, pour parler de cette répression qui est liée au non-respect du code de la route. Vous êtes au Bénin, vous avez suivi un peu ce qui s'est passé depuis le 1er mars jusqu'à nos jours. Le 1er mars, date à laquelle cette mesure répressive a véritablement appliqué en République du Bénin et sur l'ensemble du territoire national. Vous avez suivi un peu les choses. En un premier temps, quelles sont vos appréciations avant de revenir un peu sur la lecture que vous aurez certainement à faire de tout ce à quoi nous avons assisté, monsieur le ministre? Merci. Vous allez constater que ce sujet m'intéresse à plus de titres. Parce que dès que la répression a commencé, il y a eu assez de manifestations. Il y a eu assez de manifestations. J'ai été même victime, moi-même,
d'une manifestation à Zonglissé, où je rentrais d'Adjoun pour revenir à Porto-Novo autour de 20h, 19h, 20h, mais j'ai été bloqué. J'ai été bloqué par la population. J'étais obligé de descendre de ma voiture, j'ai gagné la voiture loin, j'étais descendu pour rentrer dans la population, pour leur demander s'ils me connaissent. Heureusement, par mes œuvres sociales que je fais, ils ont tous crié Ministre Mignon et Ministre Mignon. Mais je dis, mais je suis heureux que vous me reconnaissiez. Mais où vous m'avez connu, tout de suite ils ont dit, ah, tu as fait telle chose à tel endroit, tu as fait telle chose à tel endroit. Je dis, j'en suis flatté. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où ils m'ont expliqué un peu ce qu'ils ont vécu dans la soirée là. Ailleurs, j'ai toujours entendu parler. Ce qui est organisé n'est pas une mauvaise chose. Dans d'autres pays civilisés, développés, on ne parle plus aujourd'hui de port de casque. C'est obligatoire et tous les citoyens qui roulent à moto savent que dès qu'ils prennent leur moto, ils doivent porter de casque. Bon, chez nous, disons que nous n'avons pas très tôt, on commence, mais on ne met pas le suivi qu'il faut pour obliger tout le monde à le faire. Mais aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est soucieux, comme je vous le disais, de l'amour, du bien-être de son peuple, de sa population. Mais malheureusement, cette population ne comprend pas que c'est pour son bien-être que le gouvernement est en train de mettre la pression, de faire tout l'effort qu'il faut pour qu'il porte les casques. Si le peuple béninois doit être objectif, doit dire la vérité, il doit pouvoir nous rassurer que depuis que cette répression-là a commencé, les cas d'accident ont diminué. Les cas d'accident, les cas de traumatisme crânien et tout ça là, rentrer dans les hôpitaux, demander combien de personnes viennent encore à l'hôpital avec les têtes cassées, avec choses, on vous dira que ça s'est réduit de plus de la moitié. J'en suis suffisamment convaincu. On peut vérifier les statistiques. À partir de 600, c'est une excellente chose que nous devons accompagner. Mais ce que nous regrettons, et que je regrette et que nous regrettons tous, c'est la manière dont l'opération est conduite. De part et d'autre, hein, du côté de la police et du côté de la population aussi. Est-ce que vous pouvez imaginer que avec tout ce qu'on dit à ce jour, les gens roulent toujours sans casque? Il y en a plein. Vous n'allez pas me dire que vous ne voyez pas dans la rue. Et quand les gens là roulent sans casque et ils voient la police, de peur d'être arrêtés, ou ils créent un scandale. Et ils vont tomber. Et quand ils tombent, même quand la police ne les approche même pas, quand ils tombent d'eux-mêmes, la population déjà dépassée par l'événement se soulève et crée des ennuis. Et vous savez, c'est une situation que nous devons prendre avec beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention, en ce sens que nous devons éviter de tenir des propos sur les réseaux sociaux qui donnent raison aux policiers. Ça va fâcher la population. Nous devons éviter aussi de tenir des propos qui vont donner raison à la population. Ça va fâcher les policiers. Donc en réalité, nous devons nous mettre au juste milieu, ramener les deux camps ensemble. C'est bien évidemment ce que j'ai fait tout dernièrement à Djoun, justement, c'est qu'on allait en parler. Où j'ai demandé au directeur départemental de la police républicaine. J'ai pensé comme ça un jour à la chose. Je dis, mais au vu de tout ce qui se passe, d'abord je ne suis pas habitué à écrire moi sur les réseaux sociaux, je n'en ai pas l'habitude. J'ai dit au commissaire, au DDP, mais est-ce que vous ne pensez pas que on peut regrouper les syndicats des IM avec quelques noms jusqu'à une centaine comme ça, et les commissaires adjoints et autres de la 20e circonscription pour des localités d'Adjoun, de Dangbo, de Bonou, d'Avrango, d'Abrou-Misérité, pour quand même leur parler, les sensibiliser. Le DDP a dit, mais non, monsieur le ministre, c'est une excellente idée que vous avez, je vous suis et je vous accompagne. Donc on a choisi une date de commun accord avec les IM, et on s'est retrouvé à Djoun. Le jour-là, les policiers se sont exprimés, les IM se sont exprimés, ce qui les fâche de part et d'autre, on s'est entendu. Et le jour-là, tous ces IM qui étaient là, ont pris les numéros
de téléphone de tous les commissaires qui étaient là. Qui sont venus sans exception. Ils ont pris le numéro de téléphone du DDPR adjoint qui était là. Et on a circulé une liste. Et on a dit désormais, vous êtes les représentants de ces hymnes-là auprès des commissaires et de la direction de la police républicaine. Et vous êtes en même temps le représentant de ces commissaires-là auprès de la population. Vice-versa. De sorte que, s'il y a un problème, appelez l'un des commissaires. C'est vrai que, quelle que soit la sensibilisation qu'on va faire, il y aura toujours des dérives. Il y en aura. Quel que soit, il y en aura. Mais quand il y en aura, vous devez être à l'avant-garde pour intervenir. S'il faut venir voir les commissaires, s'il faut venir s'il faut les appeler, c'est vous qui allez intervenir. C'est vrai, il y a des infractions qui sont commises. Bon, qu'on peut... L'infraction, c'est infraction. Oui, mais vous pouvez quand même, vu l'ambiance qui a régné entre nous en ce moment dans cette séance, vous connaissez déjà les commissaires, vous ne pouvez pas les appeler, ils ne vont pas vous répondre. Pas du tout. Vous pouvez les appeler, aller vers eux, dire bon, c'est un frère, voilà, il a fait telle infraction, on va le sanctionner comme on l'a décidé, mais voyons un peu dedans. On est au Bénin, on est en Afrique. Donc ça atténue un peu déjà cette tension qu'il y a entre commissaires et entre agents de les forces de l'ordre et la population. Voilà ce qui devait être fait. Et je pense que ce que nous avons fait dans la vallée oui. Et dans le milieu Tori, bien évidemment, porte ses fruits. Ça, il peut vous le dire. Ce que je déplore, oui. C'est qu'il y a certaines autorités qui, sur les toiles, dénoncent le comportement des forces de l'ordre, mais ne conseillent pas la population. C'est vrai qu'au niveau des forces de l'ordre, pas eux tous, mais il y a certains qui vont à la dérive. Vous voyez comment la hiérarchie les sanctionne. Réagit sans arrière-pensée. Donc la hiérarchie policière ne tolère pas le débordement de certains agents. Comme on le dit, dans la population, il y a des cas qui, malgré tout ce qu'on dit, ne portent pas les casques. Comme au niveau des rangs, des policiers aussi, il y en a, quoi qu'on dise, ils récidivent et ils font toujours la violence avec les usagers. Mais ce qui est heureux, c'est que la hiérarchie ne pardonne pas. La hiérarchie sanctionne d'abord à son niveau, par des mises d'arrêt, de rigueur, ils ont leur thème pour apprécier les sanctions. Et puis, quand le dossier va au niveau des tribunaux, les tribunaux ne leur font pas de cadeaux, on les sanctionne à la hauteur de l'infraction que eux aussi ils commettent. Donc il nous revient à nous autres maintenant, acteurs politiques, de conseiller et les usagers de la route, de les sensibiliser au maximum et de parler aussi aux forces de l'ordre. J'ai dit aux IM que les forces de l'ordre là qui les arrêtent, c'est leurs enfants, ils sont tous de même famille. Il y a des forces de l'ordre qui ont des parents émigrants. Il y a des émigrants qui ont des fils forces de l'ordre. Donc en réalité, il ne devrait pas avoir de problème. C'est une manque de compréhension, mais il faut aussi comprendre toute réforme n'est pas facile à avaler. C'est pas pour supporter les hymnes, pas du tout, loin de là. Mais du moment où on leur a dit, vous allez acheter des casques, c'est vrai, il faut le comprendre, il faut le dire. D'autres avaient déjà des difficultés à s'approvisionner en leur propre casque. Maintenant, ils doivent en acheter eux-mêmes et en acheter pour le passager qu'ils ont derrière. C'est vrai. Et en bon béninois, il a fallu que cette répression-là commence pour que les vendeurs de casques qui devaient soulager les peines de la population en augmentent. Et les casques qui coûtaient 5 000 francs sont allés à 15 000, à 20 000 francs. Déjà à 5 000 francs, les gens n'arrivaient pas à en acheter. À 20 000 francs, ils doivent acheter et acheter deux en même temps. J'avoue que c'est compliqué, mais la loi reste la loi. On ne peut pas leur dire c'est compliqué, on va vous faire exception. Et quand vous aurez l'argent, vous allez en acheter. Donc rouler en attendant comme ça, on ne peut pas le faire. Donc voilà des choses sur lesquelles on peut
on doit, sur les choses sur lesquelles on doit parler, on doit vraiment sensibiliser. Bon, c'est vrai que on est au Bénin. Si vous cherchez aujourd'hui à recenser les cas extrêmes pour qui on peut faire quelque chose pour les approvisionner en casque, tout le monde deviendra cas extrême. Ah, ça, il faut l'avouer. Et quand tu ne le fais pas, tu serais très mal vu, tu serais très mal apprécié. Sinon, c'est une situation qui me préoccupe, moi, auquel je réfléchis tous les jours, même s'il faut offrir de casques, à qui il faut en donner, pour ne pas créer de jaloux, pour ne pas créer de problèmes. Même des gens qui en ont seront les premiers à se présenter pour en prendre encore. Parce que pendant que ceux qui n'en ont pas seront toujours là et vont subir la rigueur de la loi. C'est gênant, c'est une situation qui gêne. Et si j'ai quelque chose à dire, c'est de dire aux autorités qui font souvent des audios sur les réseaux sociaux pour se mettre d'un côté que ce n'est pas juste. Aujourd'hui, vu les dégâts que ce contrôle-là pose, nous avons l'obligation de réunir autant qu'on peut le faire les forces de l'ordre et la population ensemble pour les sensibiliser. Nous ne devons pas être fatigués de sensibiliser cette population. Elle est têtue, elle est analphabète, et quel que soit ce que vous allez leur dire, il leur serait vraiment difficile de prendre. Mais nous allons nous y mettre. Nous allons toujours forcer, et nous allons continuer, et petit à petit, on finira par arriver à un bon résultat. Toujours par rapport à ce qu'on vous a vu, la réaction du gouvernement suite à quelques propositions du parti le Renouveau qui a demandé un soulagement, des mesures de soulagement. Le gouvernement a revu de 10 000, désormais c'est à 5 000 pour non-port de casque, en tout cas pour toutes les infractions liées au non-port de casque. Vous avez vu, est-ce que vous avez quelque chose rapidement à dire en ce sens, cette écoute attentive du gouvernement? Bon, le gouvernement, écoute, c'est pas l'UP le Renouveau seul qui a proposé. Moi-même qui suis ici, en tant que membre du Parti blanc républicain, j'ai fait des propositions. Voilà. Donc, c'est pas seulement l'UP le Renouveau qui a fait, le blanc républicain aussi en a fait. Et l'action, l'action que j'ai menée à Djoun pour sensibiliser, c'est un membre du blanc républicain qui l'a fait. Donc, c'est le blanc républicain qui l'a fait. Oui, ne donnons pas toute la gloire au blanc à l'UP. Nous avons abordé le sujet en ce sens, justement, c'est pour parler de cette promptitude du gouvernement. Justement, effectivement. C'est pas pour mettre l'accent sur tel ou tel parti politique. Justement, mais tel que vous l'avez présenté, c'est comme si c'est quand l'UP le Renouveau l'a fait que non, le gouvernement. Il y en a eu la preuve, le député qui en a parlé à l'Assemblée nationale, un député du bloc républicain. Voilà, c'est un député du bloc républicain et tout. Donc, voilà une raison pour laquelle on ne veut pas passer sous silence cette question. C'est pour vous dire que le gouvernement est attentif à ce contrôle, à cette répression. Et le gouvernement n'a jamais demandé qu'on aille à l'extrême comme ce qui se passe. Au grand jamais. Mais vous savez, je suis béninois. Vous êtes béninois. Nous nous connaissons. Bien sûr. On est passé d'abord par la phase de sensibilisation, n'est-ce pas, qui a duré son temps. Cette phase pourrait durer 1 an, 2 ans. Le Béninois ne serait jamais au pas, ne serait jamais en règle. Autant qu'on serait en train de sensibiliser, autant le Béninois va dire, ok, avant la fin de la sensibilisation, je vais m'y mettre, mais ça ne viendra jamais. Il fallait passer à la phase répressive là. Où on est passé. Maintenant, il faut passer à cette phase avec tact, avec modération, avec le bon sens. C'est ce que nous allons souhaiter. Et nous allons demander aussi à nos autorités qui interviennent pour mettre de l'huile au feu, qui dans leurs propos égratignent peut-être les forces de l'ordre ou la population, d'éviter ces genres d'audio sur les réseaux sociaux. Même s'ils doivent faire des audios, que ce soit des audios qui amènent les deux à se respecter dans la circulation. À défaut de les mettre ensemble pour qu'ils échangent et qu'ils décident d'un point commun, tout au moins que ce soit des audios qui quand même disciplinent et la police et la population. Je pense que dans ce sens-là, on pourrait faire chose. Maintenant, le gouvernement, j'en reviens et je viens vous dire que ce qui se passe, c'est pas que le président, son excellent Patrice Talon, veut à tout prix le mal de son peuple. Pas du tout. C'est comme on dit, quelqu'un qui dit de te laver, il ne veut pas manger ta tête. Pas du tout. S'il dit lave-toi pour être propre,
C'est pour ton bien-être. Mais la population peine à comprendre. Et donc, c'est dans ce sens que le gouvernement a réagi suite aux différentes propositions qui lui sont parvenues pour atténuer un peu en baissant le montant de la pénalité. Et les populations les aiment. Si tu respectes le code de la route, si tu portes ton casque, est-ce que tu aurais encore à payer une amende, une pénalité? Pas du tout. Donc le problème revient juste à observer le code de la route et à éviter. Bon, maintenant, c'est pour des cas extrêmes, je l'ai dit dans Adjoun, s'ils arrivaient que pour des cas excessivement extrêmes, ils tombent dans les mailles de la police, qu'ils déposent leur engin. Et qu'ils appellent, dans l'OME aujourd'hui, je leur dis, voyez les syndicats qui sont là. Si ça les dépasse, appelez-moi. Surtout que nous avons établi déjà un contact. Juste là, on a créé un forum où on est tous là-dessus et on peut se parler. Là, ce serait plus la corruption. Ce serait plus chose. On a maintenant les mots qu'il faut pour dire à la police, vous avez les notes là. Ils sont ce qu'ils sont. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voyons dedans. Ainsi de suite et pour atténuer. Donc voilà le rôle que devraient jouer en temps normal les acteurs politiques que de nous mettre sur les réseaux sociaux, à enflammer, à faire déborder ce qui se passe. Je n'aurais vraiment pas souhaité et j'aurais remercié le gouvernement pour son bon geste qu'il a posé et qui reste à poser. Je connais mon gouvernement, le gouvernement réfléchit tous les jours que Dieu fait à la situation et plaise à Dieu, la population constaterait d'ici à là que le gouvernement autant, c'est pas ce qu'on pensait de lui, hein. C'est un bon gouvernement qui est à notre écoute et qui est là pour notre bien-être. Merci à vous, monsieur le ministre. Nous allons rester dans la même logique pour parler de la cherté de la vie. Aujourd'hui, vous constatez un peu ce qui se passe. Le prix du maïs augmente. La réaction des populations, vous ne restez pas sans lit. Ces diverses réactions sur les réseaux sociaux, monsieur le ministre, qu'en dites-vous? C'est vrai, la cherté de la vie, c'est tout le monde qui constate. C'est tout le monde qui subit. Y compris moi-même qui suis ici devant vous. Les gens me diront au village, c'est pas la même chose. Ils le diront. Que c'est pas la même chose. Je leur dirais même c'est pire. Parce que autant la vie coûte cher, tous ceux qui ont des difficultés viennent nous voir. Mais combien de personnes vous pouvez satisfaire? À combien de personnes vous pouvez donner de l'argent? À combien de personnes vous pouvez acheter du maïs? Vous voyez? Et quand vous ne leur en donnez pas, ils sont fâchés. Ils sont allés te voir, ils n'ont même pas un grain de maïs, ils n'ont même pas un grain d'haricot, ils sont allés te voir, tu as refusé, pardon, de les recevoir, tu as refusé de les satisfaire. Donc c'est en ça que je vous dis, nous souffrons même plus que les paysans, nos frères au village. Donc on est conscient. Mais je vais vous dire que la cherté de la vie, c'est pas seulement au Bénin, c'est partout. Mais quand on vous dit que vous vivez une situation, vous, dans votre maison, chez le voisin, vous ne savez pas ce qu'il vit. Peut-être qu'il vit pire que vous, ou il vit un peu moins que vous, vous ne le savez pas. C'est ça, nous, notre problème. Ici, au Bénin, nous ne savons pas ce que vivent les gens dans les pays voisins, limitrophes, et dans d'autres pays du monde entier. Mais je vous dis que la vie chère, l'inflation, elle est générale. Et en toute honnêteté, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas un gouvernement du président Soglo qui est, ou président Kérékou jusqu'au président Talon aujourd'hui. Est-ce que vous avez connu un gouvernement au cours de son mandat, il n'y a pas d'inflation? Ou au cours de son mandat, les prix n'ont pas grimpé? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si vous en connaissez peut-être, je crois que vous avez quand même si vous êtes d'un certain âge, vous devez connaître quand même la gestion du président Kérékou, tout au moins en dehors de la révolution. Après, et encore si on commande de la révolution jusqu'à ce qu'il soit revenu au temps en 91 ou 96, vous savez, il n'y a pas ce gouvernement qui a un bâton magique qui fait que en son temps, il n'y a pas d'inflation, il n'y en a pas. C'est général. Avouons-le, peut-être qu'en ce temps, à côté de l'inflation, certains paramètres rendent la vie encore un peu plus chère. Peut-être chez nous au Bénin.
Je dis, je ne peux pas venir devant les caméras et énerver davantage ma population. Pas du tout. J'ai l'obligation de les regarder droit en face, de dire que je participe pleinement à leurs difficultés. Pleinement. Et c'est conscient de leurs difficultés que, quelquefois, n'ayant pas l'argent à leur en donner, je force au moins pour leur apporter de l'eau potable. Pour dire, déjà vous êtes pauvre. Déjà vous avez des difficultés pour manger. Encore ne pas prendre de l'eau potable, vous vous rendez davantage malade. Voilà que vous n'avez pas l'argent pour aller aux soins. D'abord pour manger, aller aux soins. Donc je leur fais comprendre que c'est ma façon de participer à leur peine. Et je veux dire à ma population que son excellent le président Patrice Talon en est très conscient de ce que vit la population. Il en est très conscient. Et il n'y a pas ce jour où il n'en parle pas. Ce qui est désagréable, c'est que les amis d'en face profitent de cette situation pour semer la zizanie, pour semer la confusion dans l'esprit de la population. Et je vais dire à ma chère population qu'il n'y a aucun candidat demain des amis d'en face qui viendrait dire que demain, je serai président de la République et changer du jour au lendemain toutes les choses au Bénin. Je dis non. Je peux donner ma tête à couper. Donc, ce qui se passe, ce n'est pas seulement au Bénin. Oui. Et le gouvernement en est très conscient. Quand nous prenons la cherté de la vie dont on parle, de maïs, des denrées alimentaires de première nécessité, j'ai été ministre du Commerce, de l'industrie du commerce. Je sais comment ça se passe. Nous sommes quelquefois responsables nous-mêmes de ce qui nous arrive. On a parlé de casques tout à l'heure. Oui. Les casques, au lieu où on les vend, n'ont pas augmenté de prix. Si c'est peut-être au Nigeria, si c'est peut-être en Europe qu'on va acheter, là-bas, les gens ne savent pas qu'il y a répression, qu'il y a réforme et répression au Bénin et qu'il faut augmenter les prix. Les gens vont toujours acheter au prix auquel ils en achetaient. Mais sachant que le besoin, l'offre est supérieure ici, du coup, ils augmentent les prix. Qui rend le truc difficile? Ce n'est pas le gouvernement. C'est nous-mêmes. J'en viens aux denrées. Maïs. Dès que le maïs sort, les commerçants qui ont les moyens, ils font tout pour tout rafler, surtout dans le territoire. Pour acheter et en mettre en stock. Et vous comprenez, quand ils achètent, les paysans n'en ont plus pour amener dans le marché. Ça veut dire que quand vous allez au marché, vous n'en trouvez plus. Ça veut dire qu'il n'y a plus de les denrées là. Du coup, à ce moment, ils sortent. Lorsque vous envoyez un peu, vous augmentez le prix. Et quand vous augmentez le prix, la population étant dans le besoin, elle n'a pas le choix. Riche ou pauvre, elle achète. Maintenant, si ce même gouvernement, comme on fait répression de casques, se soulève maintenant pour dire, écoutez, les maïs achetés, vendus dans les marchés, ne doivent pas dépasser tel prix. Vous n'avez pas constaté que on dirait que le gouvernement en ajoute? Parce qu'en ce moment, ceux qui en ont ne vont plus amener au marché. Donc, il n'y en aura plus du tout, du tout. Mais vous imaginez toute la pression que le gouvernement va subir encore de par la même population. C'est en ça que je vous dis que nous sommes responsables nous-mêmes. Nos maïs, là, on les sort en plus de ce que les gens s'achètent pour stocker, conditionner, stocker, pour revendre de 10, 20 fois plus cher. Oui. Dans le même temps, on sort nos maïs là au-delà de nos frontières. Vous savez que le maïs du Bénin va au Gabon. Le maïs du Bénin va ailleurs dans les pays limitrophes. Le gouvernement a beau prendre les dispositions, la population trouve toujours les moyens de contourner les dispositifs et d'exporter. En ce moment, qu'est-ce que le gouvernement peut encore faire? Mais là encore, il n'a pas baissé les bras. Il continue toujours de faire ce qu'il doit faire. Donc, il revient à la population. Quand on dit gouvernement, c'est qui? Quand on dit l'État, c'est qui? C'est nous-mêmes. Faisons des propositions. Faisons des propositions concrètes. Les gens, je lis souvent sur les réseaux sociaux, on dit, mais est-ce que la cherté du maïs est liée aussi à la guerre en Ukraine? Le maïs qui est produit au Bénin? Non, on ne
Il ne faut pas tout mettre sur la guerre en Ukraine, mais il faut mettre les choses aussi sur nos comportements. Ce qui, quelquefois, nous manque, et quand les choses se produisent, du coup, on voit l'État, on voit le gouvernement. C'est vrai, c'est normal qu'on voit parce que c'est ceux-là qui nous dirigent. Oui. Donc, c'est bien évident qu'on s'adresse à eux. Mais le gouvernement n'a pas croisé les bras. Le gouvernement fait ce qu'il peut faire. Je vais demander à la population d'assister, très rapidement sur cette question, oui, d'accompagner véritablement le gouvernement pour que nous puissions trouver très vite et très tôt de remèdes. Je vous ai dit, le gouvernement est très conscient. Oui. Sinon, cette denrée aurait augmenté 10 fois, 20 fois plus cher que le coût actuel en subventionnant certains produits dont nous n'avons pas connaissance. Voilà. L'électricité, le carburant, tout ça là facilite ce qui est fait, fait que les transports ne viennent pas trop cher et cela n'est pas répercuté sur les produits, mais quand on n'en parlera pas, les populations n'en sauront vraiment pas. Merci à vous, monsieur le ministre, en ce studio. La dernière question sur laquelle nous allons rapidement nous prononcer est relative au recensement cartographique de la population et tout ce qui l'entoure, puisque ces agents, oui, selon les informations, en tout cas, selon des petites informations qui nous sont parvenues, souffrent un peu le calvaire face à la population. Monsieur le ministre, cela aussi se passe au Bénin. Oui, c'est vrai. J'ai reçu plusieurs agents recenseurs qui sont allés me voir à Lyon, à ma résidence, pour me faire cas de leurs difficultés sur le terrain. À Porto-Novo, à ma résidence, ils sont venus recenser ma famille. Oui. J'ai profité pour demander, pour leur poser certaines questions. Et ceux qui m'ont répondu est exactement la même chose que ceux d'Adjon sont allés me voir pour me dire. Leur problème, c'est que les ménages ne les acceptent pas. Pour la simple raison que, déjà, aigri contre le fait qu'il y a contrôle de répression, le port de casque. Oui. Et là encore n'est pas le problème. C'est que les amis d'en face profitent de la situation pour en ajouter auprès des ménages, auprès des populations. Ce qui n'est pas bon. Ce qu'il faut décourager. Parce que le recensement, c'est quelque chose que et la mouvance et l'opposition en bénéficieront. Aujourd'hui et demain. Le recensement, ce n'est pas seulement pour la mouvance. C'est pas seulement pour le gouvernement. C'est pour nous tous. C'est pour savoir combien nous sommes à la date d'aujourd'hui et faire des prévisions futures et actuelles. Donc, ce n'est pas en tant que tel politique, le recensement. C'est une activité que nous devrions tous accompagner. Je suis peiné, très peiné de ce que j'entends par rapport à cette activité. Bon, c'est vrai, il y a des failles, avouons-le. Depuis que cette opération a commencé, je n'ai pas entendu, moi, peut-être d'autres ont entendu, les chefs quartiers gongonner pour sensibiliser. Je n'ai pas entendu. Les rares chefs quartiers que j'ai abordés, je dis, mais attendez, gongonner, expliquer un peu le bien fondé de cette opération, de ce recensement. Tous ils te diront qu'ils n'ont pas instruit, qu'ils n'ont rien reçu pour solliciter le gongonneur. Je dis, ben écoutez, combien le gongonneur prend pour quand même gongonner, avertir la population. Ils te font le point de pas gongonneur et pas village et le nombre de fois qu'ils doivent gongonner et ils te diront que c'est de l'argent pour eux et qui, bon, quelque part je leur trouve raison. Donc ce serait l'occasion qu'on demande aussi à ceux-là qui sont chargés de ce recensement et de revoir leur stratégie, leur manie de faire et d'impliquer tous ceux-là qui peuvent être impliqués et de faire passer suffisamment de messages, de sensibilisation, de ramener les gens à la raison, de leur faire comprendre que ça n'a rien à faire avec la répression en cours. Bien au contraire, ça viendra soulager parce que si les partenaires savent que nous sommes nombreux dans le pays, ils vont chercher les voies et moyens pour nous venir en aide. Alors que si on sait que nous ne sommes pas trop nombreux, nous pouvons nous occuper de nos problèmes nous-mêmes. On serait pauvres, mais on resterait toujours dans notre pauvreté.
Donc le recensement, c'est une excellente chose et je demande à tout le monde de sortir. Je demande aussi à tous les faiseurs d'opinion, d'opiner là-dessus, de parler du bien fondé de ce recensement afin afin de sensibiliser davantage la population à répondre aux questions des agents recenseurs qui vont passer dans leur maison. Je pense que je reviendrai encore là-dessus sur les radios communautaires pour donner plus de détails. Nous pouvons aussi rappeler, puisque la cible concernée, c'est plus les paysans qui sont plus bien placés quand ils écoutent leur langue maternelle et tout. Nous allons organiser un plateau spécial avec M. le ministre afin de revenir sur ces aspects. Il n'y a pas de souci. Merci infiniment à vous. Alors, si on vous demanderait de dire un mot pour conclure cette émission, M. le ministre, que diriez-vous à la population? Je dirais à la population que face à la réforme, face à la répression en cours, je voudrais leur dire la main sur le cœur que le président Patrice Talon n'est nullement dans l'intention de leur faire mal, mais il est dans la juste vision du bien-être de sa population. J'ai toujours dit à cette population que je ne vais pas venir me mettre devant elle pour lui dire de bêtises. Si c'est bon, je leur dirai que c'est bon. Si c'est mauvais, je leur dirai que c'est mauvais. Mais toutes les actions que mène en ce moment la police républicaine, c'est pour le bien-être de la population. Et je demanderai à la police républicaine aussi d'être modérée sur certains cas, bien évidemment, qui pourraient les emporter. Parce que quand l'autre vous échappe, et vous arrivez à mettre la main sur l'autre, vous allez vouloir que lui fasse les frais de celui-là qui vous a échappé. Je voudrais demander à la police républicaine de se débarrasser véritablement de cette idée et d'être en collaboration fraternelle avec la population. Et je demandais à la population le recensement qui est en cours, de tout faire pour donner satisfaction. Et quant à la cherté de la vie, le gouvernement ne nous a pas oubliés. On est en train de réfléchir de 1000 manières. Moi-même, en ma qualité d'ancien ministre, je donne toujours des fiches au président de la République pour donner mes points de vue, pour donner les orientations, pour parler de la souffrance de ma population qui est bien écoutée, bien suivie et bien acceptée du président de la République, qui y pense tous les jours. Merci à vous, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous avons donc passé plus d'une soixantaine de minutes à parler de l'actualité en République du Bénin avec notre invité en studio, Serge Maouedo Arissou. Il est l'ancien ministre du Commerce et de l'Industrie du Bénin, membre fondateur du Parti Bloc républicain natif de la vallée de l'Ouémé, de la session ordinaire du Parti Bloc républicain, passant par le bilan des 8 années de gestion du président Patrice Talon, l'implication de l'Église catholique dans l'affaire politique au Bénin, la répression liée au non-respect du code de la route, la sûreté de la vie, jusqu'au recensement cartographique. Voilà un coup dans notre pays, le Bénin. Nous avons donc fait le tour. Merci de nous avoir suivis. Avec le temps, nous allons encore appeler le ministre ici, comme nous vous l'avons promis à l'instant, afin d'aborder plusieurs autres questions, ici, cette fois-ci, en langue de chez nous, au grand bonheur de nos populations. Merci à Guillaume Moukari qui l'a réalisé avec le soutien de Ifadata Moussa. Ce dimanche, Paten pour la réalité d'antenne. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis. Passez bon dimanche. Rendez-vous dimanche prochain pour notre numéro de votre émission politique.